Et salut à tous les bergers. Aujourd'hui on va s'attaquer de nouveaux porte-avions. Merci à l'abonné Méto de m'en avoir reparlé. Après avoir vu l'histoire du Shinano et du Graf Zeppelin, on va s'attaquer aux différents projets de la Seconde Guerre mondiale. Et on peut dire une chose, c'est que les projets n'ont pas manqué. Italie, Allemagne, France, Russie, mais aussi Espagne et Angleterre. Bref, nous allons avoir fort à faire. Du coup, ce sujet va être divisé en plusieurs vidéos. Et on Si la marine italienne possède ces deux beaux bâtiments depuis peu, ce ne fut pas le cas pendant le dernier conflit. Et pourtant, il s'en est fallu de peu. Avec la dégradation des relations internationales dans les années 30, les puissances européennes se réarment, et notamment en porte-avions. Si le cuirassé reste au centre des attentions, avec les programmes de construction tels que le Richelieu, le Bismarck, le Rodney, etc., et pour l'Italie, le Littorio Veneto, le porte-avions, lui, reste vu avant tout comme un élément de reconnaissance et de soutien au cuirassé. Toujours dans cette doctrine, l'Italie est ainsi vue par le Duce comme un porte-avions insubmersible, capable de faire intervenir son aviation à tout moment depuis ses aérodromes. Le pays perd ainsi 5 ans, et à son entrée en guerre, elle prendra douloureusement conscience de la nécessité des porte-avions, notamment face aux Anglais. C'est ainsi qu'après la bataille du Godo qui vit la destruction de 5 de ses navires, et la bataille du Cap Mataban avec un cuirassé et 3 croiseurs lourdement endommagés par l'aéronavale britannique, que l'Italie décida de se doter en porte-avions. Mais plutôt que d'en construire un, il fut décidé en juillet 40 de convertir le paquebot Roma en porte-avions. C'était un navire vieillissant et qui donnait de moins en moins satisfaction à son armateur en raison de sa faible vitesse de 20 nœuds et de sa grande consommation de mazout. D'abord prévu comme un simple porte-avions auxiliaire, il va devenir un véritable porte-avions d'escadre. La conversion débute en juillet 1941 au chantier Ansaldo de Gênes, au cours duquel il est renommé Aquila en février 1942. Les superstructures sont rasées et les aménagements internes sont modifiés pour accueillir le nouveau système de propulsion lui permettant de filer à 30 nœuds. Au niveau de son aménagement, il n'a rien à envier à ses rivaux anglais. En effet, 4 locaux distincts séparés par des doubles cloisons étanches furent installés et regroupant chacun la chaudière et les machines spécifiques à un arbre. Chaque groupe moteur était donc séparé des autres. Cette disposition originale était due à l'ingénieur général du génie militaire Modugno. Ceci avait aussi l'avantage de raccourcir les circuits d'eau, de vapeur et de lubrification, tout en rendant la surveillance des machines plus aisée. Au niveau de sa protection, c'était plutôt léger, son pendant vol n'était pas blindé, comme les Japonais qui comprendront cette erreur de façon douloureuse. Seule la soute à munitions était protégée, avec 80 mm d'épaisseur. La protection sous-marine, elle, était originale, puisqu'elle était constituée d'une paroi de ciment armé, oui, du ciment, de 60 à 80 cm d'épaisseur coulée entre la coque et la contrecarène. Son pont, de 235 mètres de longueur, comprenait 2 ascenseurs de 15 mètres et d'une capacité de 5 tonnes, un devant l'îlot et l'autre au pied de la cheminée. 2 catapultes à air comprimées, offertes par les Allemands, pouvaient lancer un avion toutes les 30 secondes. Le même système équipant le Graf Zeppelin, dont je vous invite à aller voir la vidéo. N'hésitez pas à vous abonner et mettre un pouce bleu. L'armement devait comprendre 8 canons de 135 mm antiaériens, 132 canons de 20 mm et 12 canons de 65 mm antiaériens, qui ne dépassèrent pas le stade de prototype. En novembre 1942, l'essentiel des travaux est fini et commencent les premiers essais aériens avec des Seymour 200, des Fiat GR Freccia et des Reggiane RE 2001. Bon, désolé si j'écorche les noms, mais bon. Au final, la capacité théorique était de 66 avions, au maximum, avec 51 avions en utilisation normale. Ce qui est franchement pas mal. Mais les travaux ne passent pas inaperçus. En effet, ce même mois, un aérien retarde de plusieurs semaines les travaux. Il sera alors mieux camouflé. Mais les situations se compliquent. Les Alliés envahissent l'Italie et l'armistice est signé en septembre 1943, alors que l'Aquila est terminé à 90%. Il est alors saboté par son équipage pour qu'il ne tombe pas aux mains des Allemands. Il sera endommagé par un bombardement le 16 juin 1944.
À la fin du conflit, les Allemands s'apprêtaient à le placer à l'entrée du port de Gênes pour y bloquer l'usage. Toutefois, le 19 avril 1945, les nageurs de combat du Conte et Marcolti du 10e Flotille MAS, pilotés une torpille humaine, attaquèrent le navire. Ils placèrent néanmoins leur charge trop loin de la quille de l'Aquila, et il ne fut pas coulé. Le porte-avions fut donc placé à l'entrée du bassin. Renfloué en 1946, l'Aquila a ensuite été remorqué à La Spezia en 1949. Plusieurs hypothèses furent alors étudiées. On envisageait son utilisation comme porte-avions dans la Regia Marina d'après-guerre. Une autre piste étudiée fut celle d'une nouvelle conversion en navire civil. On a aussi pensé de s'en servir comme centrale électrique à quai. Toutefois, le traité de Londres contraint l'Italie à compenser les pillages de Toulon, ce qui scella le sort de l'Aquila. Il fut rayé des lits de la Regia Marina le 13 mai 1947 et démoli en 1952. Mais l'Italie avait prévu un deuxième porte-avions. Ah ah, celle-là vous l'avez pas vu venir, hein. En effet, en 1936, la marine italienne étudia la transformation en porte-avions d'un autre paquebot, l'Augustus. Transformation n'ayant aucune suite concrète immédiate. 6 ans plus tard, en juillet 1942, et oui il est jamais trop tard, il est réquisitionné pour être transformé en porte-avions. Il est alors rebaptisé Sparviero. Palermo, sans alcool, pas sans caractère. Mais non, Sparviero, pas Palermo. Bon, d'accord, elle était nulle, passons. Pour devenir un porte-avions d'escadre. Le Sparviero devait avoir un minimum de travaux pour être rapidement utilisable. Un pont d'envol ras, sans îlot, et une propulsion diesel d'origine, soit une vitesse limitée à 18 nœuds, et donc non opérationnelle avec une escadre de guerre. Les travaux sont très lents, et un an plus tard, lors de la capitulation, il est loin d'être achevé. Seule la superstructure de l'ancien paquebot est retirée. Il est alors saisi par les Allemands, et en septembre 1944, endommagé par les Alliés. Puis enfin, le 5 octobre 1944, sabordé par les Allemands afin de bloquer l'entrée du port de Gênes. L'épave est relevée après la guerre et démantelée en 1951. Maintenant, allons plus loin dans le raisonnement. Et qu'est-ce que cela aurait donné en opération? Pour l'Aquila, je parle. Imaginons début 1943, il est fini à 100%, il est 100% opérationnel. Que se serait-il passé? En fait, il n'aurait servi à rien. Tout simplement, le temps de formation de l'équipage, les défauts de jeunesse et la formation des pilotes auraient pris une bonne année pour être bien rodés. Sans compter que les Anglo-Américains auraient tout fait pour l'endommager ou le couler. Il aurait fini comme la flotte italienne coincée dans les ports juste avant l'invasion de l'Italie et la capitulation en 1943. Et voilà les bergers, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu, hein. La prochaine partie sera cette fois-ci sur les projets allemands. Alors oui, je sais, j'ai fait la vidéo sur le Graf Zeppelin, mais il y avait encore pas mal d'autres projets qui méritent une vidéo entière. Donc pour voir la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, comme ça vous serez averti de quand est-ce qu'elle sort. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée. N'hésitez pas à lâcher un commentaire, et sur ce, je vous dis à ciao, bonsoir.